La radio de la communauté, nous sommes donc revenus sur cette antenne avec notre invité après les difficultés que nous avons eues à deux reprises. Je vous rappelle donc que nous avons M. Victor Onadia, le professeur Victor Onadia est membre de la communauté burkinabé ici à Chicago. Avec Onadia, nous parlons de la situation de la monnaie des finances en Afrique. Merci donc d'être venu, monsieur, donc à tous ceux qui sont connectés sur cette antenne. Je n'ai pas eu la possibilité de vous la voir en image, mais toujours est-il que monsieur Onadia est bien en direct, en audio. Alors, bonjour, bon après-midi, monsieur Victor Onadia. Oui, je vais bien et merci d'avoir pensé à cette invitation qui va nous permettre quand même de donner nos idées pour consolider quand même beaucoup l'économie en Afrique. Voilà, Victor Onadia, ancien professeur à l'université Hope Nouvelle à Ouagadougou. Il est donc titulaire d'un doctorat en marketing et finance, je crois, et dirige un cabinet d'études sur la recherche économique, notamment sur les marchés dans l'accompagnement des entreprises. Monsieur Gilbert Onadia a également organisé courant 2016 un forum économique pour l'Afrique et dont le but était d'inciter les Américains à investir en Afrique. Alors, monsieur Onadia, avec vous, nous allons donc ouvrir ce journal de la communauté. Merci d'être revenu, car je vous ai eu sur cette antenne depuis plusieurs années, depuis 2016, et vous revenez parler finances avec Gilles Lewis. À tous ceux qui sont connectés, bon week-end à vous. Alors, première question, monsieur Victor Onadia, vous avez organisé courant 2016 un forum, vous l'avez nommé Chic Afrique, forum sur l'Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez faire le point de cette activité, puisque dans l'intervalle, vous en avez organisé d'autres? Oui, on peut dire que nous sommes en notre troisième édition. Comme je disais, comme vous venez de le dire, l'objectif de ce forum, c'est de canaliser, d'amener les Américains à s'intéresser à l'Afrique. Parce que jusque-là, pour les Africains, les Américains, la plupart des Américains, l'Afrique, ce n'est pas un continent porteur. Et ça donne l'opportunité à la Chine qui vient piller, pourtant avec les Américains, c'est un nombre de règles qu'ils respectent. Donc, c'était un peu ça. Puis avec la Exim Bank, il y a des fonds qui ont été augmentés pour permettre vraiment l'investissement en Afrique. Donc, il fallait inciter les entrepreneurs américains à comprendre qu'il y a ce fonds-là qui peuvent les aider à aller investir là. Donc, nous sommes en notre troisième édition. On peut dire que globalement, les résultats sont satisfaisantes, mais on est confronté à la mentalité un peu des Africains qui ne voient que recevoir. Dans ce monde, aujourd'hui, c'est du gagnant, c'est du donnant-donnant. Et je pense que c'est le mal que la colonisation française a eu à nous inculquer en nous mettant toujours dans une position de mendicité. Dans ce monde, il faut aller en partenariat égal. Tu as toujours quelque chose à donner à l'autre. Ne pars pas dans un esprit de mendiant. Et c'est dans cet esprit qu'on essaie de changer les choses pour que les gens pensent la mendicité n'a jamais aidé quelqu'un. Il faut venir défendre un partenariat égal à égal. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu obtenir? Parce que vous me parliez à l'époque. On a eu des contrats qui ont été signés, mais malheureusement, beaucoup de contrats ont été signés. Et ces contrats n'ont pas eu l'accompagnement des États africains. Alors, quand vous signez un contrat de 5, 10, 20 milliards, à un moment, l'État américain veut quand même une certaine garantie localement. Et on a eu face aussi le problème de ces États à l'insécurité. Quand l'insécurité commence à gangrer l'Afrique de l'Ouest avec les tueries, le djihadisme, bon, à un moment, même le bon investisseur, il a peur de mettre son argent à risque. Donc, les problèmes d'insécurité ont été une barrière à pouvoir concrétiser ces problèmes. Alors, concrètement, comment allez-vous faire pour relancer cette activité, notamment la réorienter sur des bases beaucoup plus positives? Maintenant, nous avons décidé de le faire ce forum maintenant tous les 2 ans. On ne peut pas le faire chaque année. Parce que nous, si nous avons un cabinet de recherche, on est beaucoup occupés et on est en train de restructurer le forum. On va organiser aussi 2 séminaires, mais c'est tous les 2 ans. Maintenant, il faut d'abord trier les entreprises sur le volet pour voir les entreprises qui sont capables de tenir le choc, même s'il y a une instabilité sociale ou politique. Alors, nous parlions à l'époque de l'aspect gouvernance dans la sélection, dans les invitations que vous envoyez aux Africains, notamment aux banques
non pas aux banques commerciales, vous parliez aux chambres de commerce, j'allais dire. Est-ce que vous, jusqu'ici, vous tenez compte du facteur gouvernance, puisque je vous demandais à l'époque si vous alliez m'inviter à ces forums-là, même les dictateurs? Non, logiquement, non, ce n'est pas dans notre programme, c'est quand même aller avec des gens qui ont des visions. Un dictateur n'a pas de vision, c'est un homme qui est limité dans la tête, parce qu'on peut pas résumer toute la vie en soi-même. Donc nous voulons marcher avec des États qui ont des visions, des États qui appellent au changement. Donc c'est la dynamique. Mais ce qu'il faut aussi soutenir, reconnaître que en Occident, c'est l'économie qui dirige la politique. Mais en Afrique, c'est la politique qui dirige l'économie. Donc notre travail, nous, c'est d'arriver à ça, pour que l'économie dirige la politique. Et là, ça va nous amener vers une bonne gouvernance. Professeur Onadia, on parle de plus en plus de la création d'une monnaie en Afrique de l'Ouest. La question ne se pose certainement pas encore en Afrique centrale, avec autant de vigueur. Alors, est-ce que aujourd'hui, donc nous sommes en 2019, les accords que le Congo, l'Afrique a signés avec la mère partie, notamment la France, seront caducs dans quelques mois, si ce n'est l'année prochaine. Alors, parlez-nous concrètement de ce qui est en train de se faire, ce qui a été fait. Est-ce que ces accords sont publics, puisque nous avions cru entendre que c'est des accords secrets qui sont signés avec la mère patrie, notamment avec la France? Qu'en savez-vous concrètement? Bon, ce que nous savons, je sais que lors du dernier sommet de la CEDEAO, la plupart des chefs d'État ouest-africains ont décidé de créer leur propre monnaie pour s'affranchir du tutelle de la France. Et que la monnaie soit imprimée en Afrique au lieu de la France. L'idée est bonne. Mais moi, ce que je souhaite d'abord, que dans un premier temps, on arrive d'abord à consolider nos marchés intérieurs. Marché intérieur, c'est quoi? Arriver à se nourrir. Arriver à produire ce que nous consommons. Changer le mental de l'Africain à consommer ce qu'il produit, que c'est le bio, c'est la meilleure chose. Tout ce qui vient de l'étranger, c'est de la falsification. Donc nous avons d'abord révolutionné les mentalités, amener les gens à être patriotiques dans la consommation africaine. Et lorsque nous allons créer notre monnaie, on pourra réellement s'affranchir de la tutelle coloniale. Mais si nous créons notre monnaie et que nous dépendons en exportation, en importation de l'étranger, on risque de revenir dans le même chaos. Consolidons le marché intérieur, consolidons l'intégration économique. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, comment la transformer et être consommée en Afrique? Comme Thomas Sankara disait, consommons burkinabé, consommons africain. C'est la seule voie de la liberté. Donc je pense que c'est un travail de fond qu'il faut d'abord faire. Amener les gens au patriotisme africain. Aujourd'hui, Dieu merci, dans certains pays comme le Burkina, je vois le passeport d'Afani est devenu une norme. Les gens sont fiers de le porter. Sankara a commencé ce combat depuis 1984. C'est après 30 ans que les gens ont vu la porter. Donc, il y a un travail de fond. Il faut d'abord amener à arriver. Et ça va prendre du temps. Ce n'est pas en 5 ans, 6 ans. Donc, oui, professeur, on constate effectivement qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des signes encourageants dans ce domaine, mais vous voyez que c'est des avancées, allais-je dire, à 2 vitesses, vous avez en Afrique centrale, où les gens prennent des pieds. Oui. Comment expliquez-vous ce développement à 2 vitesses? Exactement, à 2 vitesses. Premièrement, je pense que l'Afrique de l'Ouest est sur le continent la zone qui a plus réussi son intégration. À travers l'UMOA, qui est déjà un cadre monétaire qui s'est étendu à la CEDEAO. Malgré les barrières linguistiques, ils sont arrivés à faire un seul bloc. Vous avez le passeport de la CEDEAO. Avec le passeport de la CEDEAO, vous voyagez dans tous les États ouest-africains sans visa. C'est déjà un plus. Ce qui, en Afrique centrale, est un problème. En Afrique centrale, l'intégration n'a pas réussi. Un Camerounais qui va à la Guinée équatoriale, il lui faut un visa. Un Gabonais vit donc en Afrique centrale, l'intégration est restée superficielle. Elle est restée sur les papiers, mais n'est pas concrétisée. Et en plus, en Afrique centrale, la gouvernance en Afrique centrale est mal perçue parce que nous avons tous des dictateurs, au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale. Donc il y a ces poches dictatoriales qui empêchent déjà l'évolution des mentalités et amènent les gens toujours à un esprit
non critique. Il y a un auditeur, monsieur Titi, je crois, qui croit que la corruption là-bas est chronique. Est-ce que vous pensez que la corruption est plus accrue en Afrique centrale qu'elle ne l'est en Afrique de l'Ouest? Oui, la corruption est plus accrue en Afrique centrale parce que je me rappelle qu'en temps, on voulait dévaluer le franc CFA à cause du déficit monétaire en Afrique centrale. Et on demandait que si on ne voulait pas qu'on dévalue le franc CFA, il fallait que les réserves que les États ouest-africains avaient de compenser la perte de l'Afrique centrale pour qu'il y ait évolué. Les gens ont refusé. Et je pense que ça a amené, je ne sais pas comment ils ont pu se comprendre, mais sinon il y avait un grand déficit. Donc ces pays d'Afrique centrale étaient obligés de mettre leurs réserves minérales, tout ce qu'ils ont comme richesse en garantie pour pouvoir amener l'équilibre. Donc il fallait maintenir les dictateurs. Donc à quelque part, la France est responsable parce qu'en maintenant les dictateurs, pour pouvoir consolider le pillage, ils sont aussi responsables de ça. Donc maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est d'abord aller à une bonne gouvernance. Je pense qu'en Afrique centrale, il y a un grand travail de fond qu'il faut faire. L'Africain de l'Afrique centrale consomme beaucoup étrangers. Quand je vois beaucoup de stars en Afrique centrale, c'est des grosses... Donc vous pensez que les Africains de l'Afrique centrale ont des comportements beaucoup plus extravertis, de complexes? Extravertis. Ils en croient, pour eux, c'est en consommant l'étranger que tu es en valeur. Ce que j'ai compris, quand on voit les grosses vestes, tout ça, c'est des millions, les gens pensent qu'en talent s'habiller en Europe, c'est... Donc le vestimentaire... Oui, le vestimentaire, la doit être congolais, il doit être camerounais. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, c'est pas un Burkina, vous voyez le président burkinabé, partout qu'il part, il s'habille en burkinabé, en façon d'enfamie. C'est très important. Voilà, oui, c'est très important. Allez-y. Oui, donc tu vois, il faut que d'abord, comme je disais, ce n'est pas le fait de changer le CFA, de changer le quoi. Il faut que nous changions notre manière de consommer nos produits. Il faut consommer. Moi, je suis aux États-Unis, je vous dis que ma pommade est beurre de qualité 100% burkinabé. Chaque année, je fais au mango au moins une douzaine. C'est ça que moi je mets. Et je suis à l'aise. Il faut qu'on arrive à mettre ça dans nos esprits africains. Sinon, on va changer les monnaies, on va se plaindre. Non, il faut arriver à se nourrir. Donc à consommer et à faire circuler l'argent à ce moment-là, servant de moyen de circulation. Oui, et à favoriser l'intégration. Si on arrive à ça, on n'a pas donné, la monnaie va se changer seule. Aux États-Unis, on a tout. La mairie s'en fout de quelqu'un. Ils ont tout. Ils campent la monnaie comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Mais nous, on va faire notre monnaie. Voiture, il faut acheter en France. Essence, il faut acheter en France. Le Nigeria fait le pétrole, mais il part raffiner ailleurs. La tomate, il faut aller en France. Le riz, il faut aller en France. Mais vous créez votre monnaie dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Parce que vous êtes obligé à chaque fois de convertir votre monnaie à une autre monnaie encore. Parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. On crée sa monnaie lorsqu'on arrive à manger et à boire. On n'a pas besoin de quelqu'un. Mais si on crée sa monnaie, on est obligé à chaque fois de s'adosser encore à la France. C'est la convertibilité à l'international. Alors, professeur, nous avons une question de quelqu'un qui suit l'émission, c'est M. Gervais Birangui. Voilà, question. Comment la nouvelle génération de leaders peut partager une nouvelle mindset en Afrique qui va promouvoir, prendre possession de nos ressources économiques en majorité? Bon, je lis textuellement la question. Comment prendre possession de ces ressources-là, justement? Prendre possession de ces ressources, aujourd'hui, c'est aussi simple. Au niveau de la diaspora, nous avons des intellectuels aujourd'hui. Quand vous regardez les contrats qui ont été ficelés au Congo, au Burkina, partout dans les accords miniers, ça a été conçu par des Européens. C'est comment vous voulez que quelqu'un conçoit un projet pour vous et qu'il soit perdant. Aujourd'hui, nous avons des intégrés dans tous les domaines. Lorsque nous avons des trucs de mines ou bien de pétrole, faites appel, mais donnez la priorité aux locaux de concevoir les contrats. Ils vont concevoir des contrats adaptés aux réalités du pays. Donc tout ça faut tuer. En plus, il faut de la bonne gouvernance. Il faut partager l'information en temps réel. Souvent, on a dit qu'il y a le pétrole ici, on a signé des contrats avec quelle compagnie? Non.
Pour le pétrole, il faut maintenant faire des affaires maintenant en mettant d'abord les locaux en avant. Le contrat doit être conçu par un local. Mais lorsque le contrat est conçu par la compagnie pétrolière, c'est normal que vous perdez ce que vous cherchez. C'est la meilleure manière. C'est la bonne gouvernance, accepter nos intellectuels. Moi, j'ai vu ici des Africains qui sont venus, je les ai proposé des contrats, la mise en place de business plans à des prix réduits, juste pour les aider. Ils ont préféré aller chez les Blancs qui n'ont même pas mon niveau, aller payer 10 fois le même prix. Donc, vous voyez ça, l'Africain même n'a même pas confiance à l'intellectuel africain. Il y a un problème. Donc, il y a le complexe. Il faut décomplexer le débat. Donc, quand on va se décomplexer, comprendre que les autres chez nous, c'est la même chose, on pourra gérer tout ce qu'il faut. Vous voyez un Chinois, même quand il vient aux États-Unis, il parle chinois, il ne parle pas anglais. Il amène quelqu'un pour traduire. Il est fier de sa langue. Donc, il y a beaucoup, il y a un travail de fond que les leaders africains qui sont à l'étranger doivent aujourd'hui véhiculer parce qu'on n'est plus mystifiable. Quand vous sortez maintenant, vous avez vu qu'il y a plus, vous allez fréquenter les mêmes écoles que ces gens que vous pensez à l'époque où il était des dieux. Ça, cette image est tombée. Donc, on peut parler d'égal à égal. Voilà, professeur, nous allons avancer donc dans cette émission. Je vous rappelle que nous avons quelques problèmes de connexion aujourd'hui, donc vous n'aurez pas la possibilité de voir en vidéo notre invité. Alors, l'invité, c'est monsieur Victor Onadia, qui est professeur de marketing et finance ici à Chicago. Alors, professeur, nous avons la semaine dernière appris, à Brazzaville, donc au Congo, qu'il y a eu une ruée terrible sur les devises dans les banques, et les banques finalement ont été asséchées. Alors, professeur, première question, pourquoi un tel comportement au niveau de la population? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à faire cette ruée sur les devises? Bon, en général, souvent, c'est des rumeurs. Si on dit qu'il y a dévaluation, ou bien il y a un effet où l'État n'a pas eu une capacité de communication assez rapide, et que souvent ça sort même du haut sommet de l'État. Ou des gens qui sont proches de l'État, de haut niveau, disent ah, il y aura ça. Et les gens croient en ça. Lorsque vous êtes proche du pouvoir, vous dites que dans 5 semaines, il y aura dévaluation, il y a cette prise de confiance. Donc, les gens retirent les fonds parce qu'ils ont peur de perdre. Et que peut-être on peut le dire aussi, il y a certaines banques qui vont tomber en faillite. Je pense que le grand problème de ça, c'est un problème de confiance entre le citoyen et son gouvernant. Oui, quand le gouvernant n'arrive pas à communiquer efficacement avec sa population, c'est la rumeur qui s'impose devant le gouvernant. C'est comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous laissez les réseaux sociaux vous guider, vous n'allez aller nulle part, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et tout le monde dit ce qu'il veut. Alors, quelles sont les conséquences à court et long terme de les conséquences à court terme, ça va faire l'économie parce que les banques vivent de prêts. Si les banques n'ont plus de liquide pour pouvoir octroyer aux entreprises du secteur privé, l'économie, c'est un cycle. Dans le cycle, c'est comme les banques, le cycle est aussi simple. L'État a l'argent, l'État donne aux fonctionnaires, les fonctionnaires achètent aux commerçants, les commerçants paient les impôts et ça circule. Mais lorsque l'État est en faillite, elle ne peut pas payer, l'État ne pourra pas payer les fonctionnaires ne peuvent pas réviser le secteur privé et les banques n'ont rien. Donc le cycle est bloqué. Donc il suffit qu'un moyen du cycle soit en faillite, tout le système est mort. Et là, ça mène l'État congolais, ça va tuer le système privé, le secteur privé, ça va tuer la confiance des investisseurs directs. Et de toi, le citoyen lambda sera le premier à souffrir. Tu sauves ton argent. Si demain tu dis cet argent n'a plus de valeur, ça t'a servi à quoi? Mais professeur, j'ai suivi une vidéo d'un compatriote, je peux le citer, M. Ayatongi, qui parlait, dans le cadre de cette ruée sur les devises, d'un banquier qui aurait décaissé à un individu la faramineuse somme de 700 millions de francs CFA. Est-ce que la réglementation autorise tout cela? Ce n'est pas de l'abus? Je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas si c'est à travers un marché... Un individu, on parle d'individu. Non, ça c'est pas normal. Je pense que économiquement, c'est pas bon parce que ça peut amener une inflation. Parce que quand la monnaie sort, il faut contrôler la monnaie. Parce que si quelqu'un prend 1 milliard liquide comme ça, il peut sortir acheter une voiture à 10 millions, à 100 millions. Automatiquement, les prix des voitures vont monter. Donc, ça peut amener une inflation monétaire.
Donc c'est pour ça qu'il faut réglementer ça. Donc, mais, c'est pour ça que je vous dis, c'est la rumeur. Lorsque le gouvernement n'arrive pas à communiquer, la rumeur prend au-dessous. La rumeur devient une vérité. Et lorsque la rumeur devient une vérité dans un pays, c'est un pays qui va vers la faillite. C'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance entre le gouverné et le gouvernant. On est dans ce cas de figure. Les conséquences sont directes. Le pays sera appauvri, le pays n'aura plus de secteur privé viable, et automatiquement on va vers le chômage et l'instabilité sociale. Alors, est-ce qu'on peut envisager, professeur, à terme, que ces gens pourront être amenés une fois à réinjecter le même argent pour faire de la spéculation? Oui, parce que même les gens en gardant cette monnaie chez eux déjà, ils vont créer de l'insécurité. Parce que les voleurs savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés prendre leur argent en banque. Vous pensez qu'ils vont dormir? Vous-même êtes en danger. Il y a de l'insécurité qui va se développer, le grand banditisme. Donc vous voyez déjà les conséquences directes de ça. Nous savons que l'euro comme tel ne circule pas à Brazzaville comme moyen d'échange direct, que l'euro est utilisé pour des transactions extérieures. Mais professeur, est-ce qu'on doit dire que finalement ceux qui détiennent ces fonds-là créent un torse à l'espace monétaire même européen? Est-ce qu'il y a un lien entre la thésaurisation de cette monnaie et l'économie, par exemple, des pays qui utilisent l'euro? Non. Les pays qui utilisent l'euro, l'euro est carrément européen. Au contraire, c'est le Congo qui va en souffrir. Puis ton secteur privé sera appauvri. Maintenant, ceux qui fuient l'euro, c'est le contraire. Si vous êtes appauvri, ils vont venir vous surendetter encore. Et ça les arrange au contraire. Ils veulent voir des situations comme ça d'appauvrissement du secteur privé. Ils vont envoyer l'endettement. Vous avez vu, la Grèce était surendettée à plus de 100% de son PIB. Il fallait des concessions pour... Donc, le Congo risque d'arriver à ça. Les Européens sont contents de cette situation parce que vous allez les faire appel encore et vous serez prêts à prendre à n'importe quel taux d'intérêt l'argent parce que vous voulez survivre. Alors, y a-t-il des mesures justement que la Banque centrale peut envisager pour régler ce problème? Peut-être la Banque centrale, tout ce qu'elle peut faire, c'est pour dire seulement peut-être communiquer sur ce qui s'est passé et amener cette confiance aux gens. Dire que l'argent qui a été prêté, ce n'est pas l'argent de la banque, que c'est un prêt. Parce que ça, c'est une rumeur. Voilà. Donc, je pense que c'est la confiance qu'il faut créer. Il faut que la banque centrale communique, parce qu'elle ne peut pas faire des représentations. C'est ma monnaie, c'est mon argent. Tu ne peux pas me forcer à aller en banque. Maintenant, il faut trouver des politiques incitatives qui vont amener les gens à aller reposer leur banque à travers peut-être des... dire que si tu as dit à déposer ça, on peut donner un plat autour de ça. Ouais, il faut des mesures incitatives pour amener la confiance et inciter les gens. Il faut les encourager à travers des avantages. Il faut un marketing spécifique pour eux. En les mettant en confiance et en les disant, bon, voici. Que vous avez tué votre pays vous-même. Voilà, nous allons donc, professeur, terminer par le FMI. Vous savez que notre pays, donc le Congo-Brazzaville, est le seul à n'avoir pas signé avec le FMI pour des raisons que vous pouvez certainement imaginer, des raisons de rigueur, de gestion, de mesures édictées par le FMI qui n'ont pas été exécutées. Alors, est-ce que vous, d'abord, en tant qu'intellectuel, vous croyez que le FMI peut régler le problème du Congo à ce jour? Ou en termes généraux, est-ce que vous croyez dans le FMI? Moi, honnêtement, en tant que, si je fais mon analyse, je ne crois pas au FMI à la Banque mondiale. Parce que depuis ces années que ces gens sont là, depuis 1960, on est toujours endettés, on n'a jamais de solution. Et quand vous regardez même les actionnaires de la Banque mondiale, qui est le plus grand actionnaire? C'est les États-Unis d'Amérique. Mais quand on dit déjà le capitalisme, c'est l'intérêt. Le capitalisme vit parce qu'il y a le pauvre. Le capitalisme vit parce qu'il exploite quelqu'un. Donc quelqu'un qui vous exploite, qui amène ces institutions, vous ne pouvez jamais réussir. On a fait combien? Dans les années 80, on a amené l'ajustement structurel, on a enlevé, on a des fonctionnaires, on a tué nos compagnies aériennes, les Air Afrique, les quoi. Mais aujourd'hui, ça a porté à quoi? Donc moi je pense que le FMI et le GRIC, on n'a même pas besoin de ces institutions lorsqu'on a la bonne gouvernance. Vous voyez, c'est le FMI qui gère la France, c'est le FMI qui gère les États-Unis. Moi j'étais surpris que j'ai demandé à un Américain ici, enseignant, j'assiste aussi dans la recherche avec l'ISM,
qui est une grande institution dont les budgets sont classés parmi les 50 les plus meilleurs dans le monde. Mais il ne connaît même pas la Banque mondiale. Il me dit Banque mondiale is what? Vous comprenez à quel niveau l'Américain ne connaît pas la Banque mondiale. Mais en Afrique, tout le monde connaît la Banque mondiale. Donc vous pouvez savoir que ce n'est pas des instruments qui sont créés pour nous, c'est des instruments qui sont créés pour nous anéantir, pour nous rendre toujours esclavages. Donc vous croyez que ces programmes structurels ne sont que des actions ponctuelles et qui, à long terme, n'ont pas d'intérêt, finalement? C'est des actions ponctuelles qui nous font nous enfoncer dans la truc. Si l'action structurelle était dit, on n'avait pas la dévaluation. Air Afrique n'allait pas mourir. Aujourd'hui, Air Afrique s'est balkanisé, on a des petites compagnies, qui s'imposent. Ce n'est pas Air France qui s'impose. Est-ce que ce n'est pas une autre manière, professeur, de les amener à une discipline budgétaire comme telle? Non, la discipline budgétaire est la seule discipline, c'est la bonne gouvernance. Il y a des pays comme le Botswana, où les dirigeants, ils n'ont pas besoin des familles, le Botswana, regardez leur niveau de vie. C'est comme la France. Avec la transparence et les programmes bien ficelés, avec une société civile bien organisée, on n'a même pas besoin de... Est-ce que pour vous discipliner, vous avez besoin d'aller à la gendarmerie? Est-ce que pour vous discipliner dans vos finances, vous avez besoin... Vous connaissez vos réalités. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de fait pour vous dire, ah, vous les 8 là, demain, il ne peut pas envoyer votre enfant à l'école. Il ne peut pas envoyer dans tel secteur. Mais vous vivez, vous savez ce que vous avez besoin. Si la FMI, la Banque mondiale, regardez les priorités qui donnent là. On tue l'éducation. On tue l'agriculture. C'est le secteur dans le tertiaire. Pourtant, quand on regarde le niveau de vie, il faut d'abord commencer par le bas pour arriver à le tertiaire. Vous ne pouvez pas supporter les services tant qu'il n'y a même pas le truc de base. Par exemple, on tue l'école primaire et on finance l'école supérieure. Mais quelqu'un qui n'est pas là à l'école primaire, comment il va à l'école supérieure? Donc, vous voyez, il faut revoir beaucoup de choses. Moi, les SME à la Banque mondiale, c'est des gens en quoi je ne crois pas. Voilà, donc, professeur, je salue donc à tous ceux qui sont connectés. Adrien Wabaloukou, je vois le docteur Dieudonné Goma. Salut, docteur Arnold. Voilà, donc merci d'être fidèle à la radio de la communauté. Docteur, nous allons terminer par les rapports entre la France et les pays francophones africains. Alors, on parle de création de la monnaie, on revient, mais vous savez qu'il y a toujours la mainmise de la France. La France ne peut vivre que grâce à cette manne qui lui vient comme du ciel. Alors, comment contourner cette mainmise? Voilà une équation sur laquelle je voudrais que vous... Allez-y. Ok. Vous dites que entre la main et la France... La mainmise, bon. Comment contourner la mainmise de la France pour que les Africains soient en mesure d'asseoir une monnaie africaine? C'est aussi simple comme de l'eau à boire si les Africains acceptent de souffrir. Premièrement, il faut consommer africain. Je ne suis pas le genre de dire boycottons les produits français, non. Consommons africain. Quand vous consommez africain, vous n'avez plus besoin des produits des Occidentaux. Donc, ça vous libère mentalement, ça vous libère moralement, et vous commencez à aimer vous-même. Personne ne peut vous aimer si vous n'aimez pas vous-même. Donc, l'Africain doit apprendre à s'aimer, à consommer. Nous avons, aujourd'hui, la CEDEAO, par exemple, c'est 500 millions, presque 500 millions d'habitants. Vous imaginez que l'agriculture, la portée de l'agriculture à ce pays-là, tout le monde a faim. L'éducation, on a beaucoup à faire, mais les gens ne sont pas conscients du potentiel qu'on a. Donc, il faut d'abord consolider nos économies locaux, consommer notre agriculture, consommer notre éducation. Et à base de ça, lorsqu'on va dire qu'on veut quitter l'euro, que notre monde sera, parce que rien ne sert d'aller créer sa monnaie et aller acheter des voitures, le manger, le riz, le gaz, tout en France. Imaginez, c'est zéro, c'est un désastre. On va se retrouver comme le Zimbabwe, où tu prenais une barrique pour acheter un pain à 25 francs. Donc, moi, ce que je demande, nous consommons d'abord africain. Consolidons notre tissu économique. Favorisons l'intégration africaine. Ouvrez les frontières, les entrepreneurs, pour que les gens se côtoient. Les États-Unis, là, c'est le système de spécialisation. La Côte d'Ivoire est forte en cacao. On transforme le cacao et on mange le cacao. On consomme le café africain. Il faut qu'on change. C'est le mental, le mental qui nous fait franchir. Regardez la Chine. La Corée du Sud a pris la même indépendance que la Côte d'Ivoire. Regarde la Corée, c'est une puissance. Ils ont mis l'accent sur l'enseignement. Doit-on insister sur les acteurs qui devraient promouvoir justement ces orientations-là? Oui, les acteurs, malheureusement, nous
avons encore des complexes à nos États. Si vous avez un leader complexé, il ne peut que propager du complexe. Sankara a commencé le passé d'Ampani en 84. Tout le monde le pensait pour un fou. Aujourd'hui, tous les Burkinabés sont d'accord avec lui. Vous avez vu le travail de fond. C'est après sa mort qu'on a compris la valeur. Donc, il y a un travail de fond qu'il faut donner à la jeunesse, aux enfants, les cultures, ce que nous consommons. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand tu portais le tissu traditionnel burkinabé, allez, on dit, ah, que c'est ton fétiche qui t'a dit de porter ça. Moi, je c'est devenu une norme. Il faut travailler les mentalités. C'est la seule issue. Lorsqu'on va arriver à consommer africain, à travailler entre nous africains, à se décomplexer, c'est fini. La monnaie là va être seule dans la liberté. Sinon, on va changer la monnaie, créer une monnaie en Afrique. Si on va aller acheter les voitures, tout en Europe, le risque, ce n'est pas la peine. Je suis contre que la monnaie soit fermée, je suis avec une logique. Tu ne peux pas faire ta monnaie et tu achètes tout de dehors. C'est celui qui t'a dit qu'il n'est pas besoin, là tu peux l'acheter. Tu penses qu'il va te taxer. Regarde la Guinée. Quand tu écoutes, tu vas demander l'indépendance. Il a demandé sa monnaie. Regarde la Guinée ou la Guinée. Avec ses ressources. Parce qu'il n'était pas solide économiquement. La Guinée est devenue l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, malgré ses ressources. Il faut arriver à une certaine consommation locale. Et quand tu es comme un enfant, tu veux être un professeur, tu quittes l'école à partir du bac. Comment tu vas être professeur? Attends au moins aller vers le master avant de quitter. Ou bien, il y a des étapes. Ça, c'est ma vision. Voilà, je crois que ça sert de conclusion à cette émission. Merci, professeur Onadia. Vous pourrez écouter le professeur Onadia sur notre Facebook, en vidéo, sur nos anciens YouTube. Il était notre invité en 2016 où il parlait de Chic Africa, donc le forum africain dont le but était d'attirer les Américains à investir, d'inciter les Américains à investir en Afrique. Alors, monsieur Onadia, merci d'avoir été notre invité à ce journal de la communauté. Je vous retrouve demain. J'aurai pour invité monsieur Adrien Ouabaloku. Nous parlerons de l'espèce de crise qui prévaut dans la diaspora de France, notamment au niveau du leadership. Alors, donc, avec Ouabaloku, nous allons essayer de regarder tout cela. Merci une fois de plus à Dieudonné Goma, Adrien Ouabaloku et les autres donc, qui étaient connectés. Toutes nos excuses pour le décor inhabituel que vous avez, notamment l'absence de notre lien Zoom. Vous comprenez que la radio de la communauté a des problèmes de budget. Si vous voulez nous aider, vous pouvez toujours le faire pour que vous ayez une vidéo beaucoup plus professionnelle. Allez, bon week-end. Merci.